Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette table ronde sur le thème « Attirer, fidéliser ses salariés, les clés de la réussite ». Nous sommes ici pour discuter, échanger de la manière dont les exploitations agricoles peuvent surmonter les défis liés au recrutement et à la rétention parfois des talents dans un secteur agricole parfois méconnu, parfois mal apprécié par certains médias, mais en tout cas porteur de nombreuses opportunités, et on est là surtout pour en parler. Nous avons avec nous Caroline Depoudan, qui est chargée d'études de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Vous nous ferez partager les résultats d'une étude et un certain nombre de chiffres que vous avez sur ce sujet. Jérôme Frolich, vous êtes avec nous, vous êtes élu à la Chambre d'agriculture, vous êtes en responsabilité d'une maternité collective. Voilà. Également Camille Lefebvre. Bonjour Camille. Oui, excusez-moi. Camille, voilà. Vous êtes productrice de lait au GAEC du Guénot. Voilà. À vos côtés, il y a Julien Marsat, qui est président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Morbihan, et vous êtes boucher. Donc vous nous expliquerez quels sont les liens qu'on peut faire, ou en tout cas les transpositions qu'il peut y avoir, ou parfois même des oppositions entre le monde agricole et le monde de l'artisanat. Je pense qu'il y a plutôt des liens d'affection, notamment de la fourche à la fourchette, on le comprend bien. Et vous nous expliquerez les problématiques auxquelles vous êtes confrontés également sur la partie salaire et salariés. Autre exemple et autre cas, on a Pauline Lambert, qui est ingénieure à l'IDEL, et également salarié dans une ferme laitière, donc 2 tiers-temps à l'IDEL, 1 tiers-temps dans une ferme laitière. Vous expliquerez comment est venu ce cheminement et comment vous êtes retrouvé à également non seulement travailler en bureau, mais également sur les pâturages. D'accord ? Voilà pour les exemples. Alors, on va ouvrir tout de suite avec quelques éléments de chiffres et quelques explications, quelques éléments de contexte avec vous, Caroline Depoudan, donc en tant que chargée d'études au sein de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Apportez-nous quelques éléments de contexte. Oui, donc bonjour à tous. Alors, c'est vrai que la thématique du salariat, on l'aborde pas très souvent, mais quand on regarde les chiffres de l'emploi agricole en Bretagne, finalement, dans l'emploi agricole en Bretagne, on a 39% de salariés, avec évidemment de la diversité entre filières. Il y a des secteurs où on a beaucoup de salariés, par exemple le maraîchage, où il peut y avoir des saisonniers, etc. Mais en élevage, en porc, aujourd'hui, on a 52% de l'emploi agricole qui est constitué de salariés. En bovin-lait, on voit que ça se développe. On est à 17%. Alors, qu'est-ce que ça implique dans un secteur finalement agricole où, historiquement, c'était plutôt de la main-d'œuvre familiale? Ça implique aussi une autre manière de travailler. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en élevage porcin, finalement, la progression du salariat, elle s'est faite sur les 20 dernières années. Et du coup, au niveau de l'équipe porc, on a toujours eu beaucoup de questions de la part de nos élus, de la part du terrain sur comment gérer cette évolution, avec au début comment accompagner l'arrivée du salariat, comment fidéliser son équipe une fois qu'on a plusieurs personnes dans l'équipe, qu'est-ce que ça change d'avoir des femmes, comment la qualité de vie au travail elle peut jouer sur les jeunes. Et aujourd'hui on en ressort quelques constantes qui ressortent vraiment de toutes les études et qui sont assez transposables aussi aux autres filières. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on a des attentes sur les conditions matérielles d'accueil. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est que évidemment les bâtiments, les locaux dans lesquels on accueille nos salariés, dans lesquels on les fait travailler, ça joue sur l'attractivité. Notamment en porc, on peut se dire, on a pas mal d'idées reçues sur l'odeur et puis sur le fait que c'est sombre, qu'on est enfermé dans les bâtiments. On voit, il y a des attentes sur le fait d'avoir des bâtiments qui sont plus lumineux, où on se sent en contact avec dehors, et puis des bâtiments où on se sent bien. L'autre aspect, c'est souvent quand on parle bâtiment, on se dit bâtiment pour les animaux, mais ce qu'il faut se dire quand on a une équipe, qu'on est plusieurs sur l'exploitation, il y a des vraies attentes sur les locaux dédiés aux salariés, ou en tout cas dédiés à l'équipe, à savoir avoir des vestiaires qui soient en quantité suffisante, en taille suffisante, qui soient propres, bien entretenus, une salle de pause, des douches, parce qu'on n'a pas forcément envie de sentir le cochon ou la vache quand on va chercher ses enfants à l'école. Et donc voilà, c'est tous ces locaux qui servent aussi. Donc on a des attentes en termes de conditions matérielles. Et puis ce qu'on voit et qui ressort vraiment tout le temps, c'est que le matériel, ça ne fait pas tout. Et que l'aspect humain, il est vraiment essentiel dans la dynamique de fidélisation. Et donc, avec différents aspects qui ressortent à la fois chez les jeunes et à la fois chez les personnes qui sont en poste, c'est vraiment savoir accueillir, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui arrive sur l'exploitation, savoir lui expliquer les choses, lui donner une place, faire en sorte qu'il se sente vraiment partie prenante de l'exploitation.
Prendre le temps d'expliquer les choses. Je pense qu'on va revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne viennent pas du milieu agricole et qui peuvent être surpris parce que, par exemple, pourquoi est-ce que les animaux sont bloqués à certains stades? Pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle tâche? Il faut prendre le temps d'expliquer, même des choses qui nous semblent évidentes. Il faut savoir organiser le travail pour que ce soit fluide, pour que tout se passe bien. Et savoir aussi reconnaître le travail bien fait. C'est-à-dire, parfois, on se dit, bah non, mais c'est normal de bien travailler. Non, il faut savoir dire aussi, bah, là, on a bien travaillé ensemble, on a réussi des choses. Et ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, les aspects humains, ils sont prépondérants. Dans une enquête qu'on avait faite auprès de jeunes en formation, on leur avait demandé une bonne ambiance dans l'équipe. D'après vous, est-ce que c'est indispensable? On a quasiment 80% qui nous disent tout à fait d'accord, 8% d'accord. C'est vraiment quelque chose qui est important. On dit souvent, on fait ça pour la relation avec les animaux, mais ce qu'on voit, c'est que la relation avec les collègues, c'est vraiment le moteur qui va faire qu'on va avoir envie et qu'on va avoir envie de revenir. Très bien, merci pour ces premiers éléments de chiffres. Alors, c'est vrai que c'est une synthèse. Il y a des éléments beaucoup plus développés que vous pourrez apporter au fil de cet échange ensemble et puis également que vous pourrez proposer en dehors de cette rencontre. Je vais juste faire un premier tour de table pour demander aux uns et aux autres quel est l'élément qui vous a particulièrement marqué et sur lequel on reviendra bien entendu ensuite. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire, vous en tant que dirigeant d'une maternité collective, donc vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ces éléments d'études et qui vous, on va dire, qui résonnent chez vous? Je pense que Caroline, elle a tout dit. Hein. Non, blague à part. S'il y avait un élément que vous deviez retenir. Aujourd'hui, l'ambiance au travail, la qualité du travail, ce pourquoi on est là, ce qu'on fait. Et amener, je dirais, une certaine évidence de notre travail, quoi. Oui, j'allais dire. Et être fier de ce qu'on fait, quoi. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, parce que ça paraît assez évident de se dire une bonne ambiance au travail. Oui, c'est vrai que on peut. Non, mais c'est vrai, on peut dire qu'en fait, on va raconter du b.a.-ba. Mais les choses des fois les plus évidentes sont pas toujours les plus faciles à mettre en place. Et à partager. Et à partager. Donc, ne serait-ce que par commencer le matin, c'est le bonjour à toute une équipe. Ça commence par ça. Pauline, bonjour. Bonjour. Alors, vous, quel est l'élément qui vous a particulièrement marqué? Un chiffre, un item particulier? Je pense que c'est le facteur relationnel. J'ai été assez étonnée de voir au début les aspects plutôt matériels et j'attendais l'aspect relationnel, humain, parce que pour moi, c'est quand même le facteur principal qui fait que voilà, on a envie tous les matins d'aller travailler en élevage. Et ça passe largement avant les conditions matérielles, bien qu'elles soient aussi importantes. D'accord. Et le fait que vous travaillez à la fois à l'IDEL, donc l'Institut de l'élevage, qu'on salue, qui sont des partenaires de l'Espace pour demain, et également dans une ferme, pour vous, vous attendez à peu près la même chose, ou est-ce qu'il y a quelques petites différences? Il y a quand même des similitudes, hein, comme dans toute entreprise. Donc l'aspect entente avec les collègues, les autres salariés, les employeurs, les conditions de travail, les horaires de travail, la proximité du lieu de travail. Enfin, tout ça, c'est des choses que chaque salarié recherche, quel que soit son secteur d'activité d'ailleurs. Très bien. Question également à Julien. Quel est, vous, en tant que président donc, de la Chambre des métiers du Morbihan et de l'artisanat, et en tant que également professionnel, vous êtes boucher, vous êtes dirigeant d'une entreprise. Qu'est-ce que vous retenez dans ces éléments-là que vous pourriez finalement adopter au sein de votre propre structure? Alors, au-delà d'avoir des choses à adopter dans ma structure, là, je retiens vraiment un fait marquant que j'avais pas encore constaté jusque-là, c'est le faible taux de salariat. Oui. Je m'attendais à avoir vraiment des chiffres beaucoup plus importants. D'accord. Et en fait, je remarque que pour le coup, il y a beaucoup de similitudes avec le monde de l'artisanat. On a beaucoup, nous aussi, d'entreprises unipersonnelles, ou alors alors chez vous, c'est plutôt des GAEC, hein, en l'occurrence, mais chez nous, beaucoup d'artisans travaillent seuls. Parfois, c'est un choix, parce que gérer du personnel, c'est pas toujours évident. C'est clair. On va donner la parole également maintenant à Camille. Camille, vous, en tant que également salarié au sein d'une exploitation agricole, vous pouvez nous dire également quel est l'élément qui vous a particulièrement marqué, qui pour vous est un élément structurant pour votre vie professionnelle? Bonjour à tous. Bonjour. Donc moi, c'est un petit peu comme Julien, les 17% en élevage laitier, c'est peu.
Je pense que ça va être amené à se développer. Et comme l'a dit Caroline, jusque-là, on avait beaucoup de main-d'œuvre familiale. Donc ça coulait de source. Et aujourd'hui, employer un salarié en bovin lait, notamment, je vais parler pour mon cas, c'est pas anodin parce qu'en fait, il faut tout remettre un petit peu. Le confort de travail, c'est très important. Alors que jusque-là, on était plutôt, bon, on a des muscles, il faut les utiliser. Et non, en fait, il faut ouvrir les possibles. Si on va embaucher une femme, un homme, pour moi, le confort de travail, c'est vraiment... enfin, moi, je sais que je mets un point d'honneur à la ferme pour améliorer les conditions de travail. L'ambiance, pour moi, ça coule de source. Donc, voilà, effectivement, c'est normal. Et il y a un point qui a été exprimé aussi, accueillir. J'ai fait une formation en management et il nous montrait plein d'exemples où effectivement le salarié arrive, faut savoir l'accueillir. Faut pas, nous, enfin, notre téléphone sonne tous les jours. Et non, je suis désolée, on accueille nos salariés, surtout le premier jour, et on éteint le téléphone. On est là pour lui et voilà, ça paraît le b.a.-ba, mais c'est des petites choses comme ça qui peuvent largement faire la différence, je pense. Y compris avec une jeune génération qui est née avec le portable et qui est déjà avec le téléphone en main au moment où peut-être ils arrivent sur l'exploitation. Pour moi, c'est rédhibitoire. Ouais. Voilà. On est à l'élevage, Enfin, si on est en train de manipuler des animaux et qu'on est avec le portable à la main, c'est pas possible. D'accord. Voilà, il faut des temps avec le portable, il faut des temps sans le portable. Ok. Alors, Jérôme, je reviens maintenant vers vous également. Vous gérez une maternité collective. Expliquez-nous un petit peu votre parcours, parce que vous avez d'abord été, il y a 10 ans, donc c'est ça, depuis il y a 10 ans, la maternité collective a été créée, et vous étiez salarié de la maternité, c'est ça ? Parfaitement, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé en 2013 en tant que salarié. Donc, pour ceux qui ne savent pas, maternité collective en production porcine. Donc, on s'occupe à faire que du naissage sur les porcelets. Donc, effectivement, je suis arrivé en 2013 et en 2018, on m'avait proposé si j'étais intéressé pour prendre le poste de responsabilité de l'élevage. Et donc, j'ai dit oui. Donc, aujourd'hui, vous êtes le dirigeant de cette maternité collective. Vous avez combien de personnes sous votre direction ? 6 personnes. 6 personnes. Ouais. 6 salariés. Oui. Voilà. Avec différents statuts. Et, ça, c'est important de le dire aussi. Chez nous, on a à la fois des personnes handicapées, anciens éleveurs avec accident. Voilà. Donc des personnes aux 35 heures. Enfin, on a diversifié. Et puis, comme on disait tout à l'heure, le champ des possibles, il ne faut surtout pas le fermer. Et encore plus demain qu'aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, comment vous voyez un peu cette évolution du salariat, notamment par rapport à la fois à la formation, parce que vous dites avoir accueilli différents profils. Donc les personnes qui arrivent sur votre exploitation ne sont pas obligatoirement avec les mêmes, à la fois les mêmes attentes, mais aussi les mêmes cursus. Certains ont une connaissance du monde de la production porcine, d'autres pas du tout. D'autres ont... Voilà. Comment vous abordez ce sujet-là ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que sur l'exploitation, nous, le but premier quand même, c'est d'essayer d'avoir une équipe qui soit stable. Pour des raisons déjà, on n'en a pas parlé aujourd'hui, le maître mot, c'est la technicité, malgré tout. On doit être des élevages quand même performants, donc c'est-à-dire avec quand même des salariés qui ont une certaine technicité. Évidemment, ces dernières années, on a ouvert nos portes à des gens qui n'étaient pas issus du milieu agricole, et c'est important. Et moi, pour avoir continué à suivre ces jeunes-là, ou moins jeunes, on voit certains faire des très très belles carrières, soit à l'installation, soit à rester en tant que salarié, responsable comme moi. Donc il y a eu des très belles évolutions. Aujourd'hui, chez nous, le but, c'est de vraiment garder une certaine stabilité dans l'équipe. Comme je le disais, c'est vraiment pour essayer de garder une certaine technicité dans l'élevage. C'est ultra important d'avoir une certaine lisser, comme on dit chez nous, lisser les chiffres au mieux, le plus longtemps possible. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et la venue, alors je vais pas casser, mais moi d'entendre dire que les jeunes ils veulent plus travailler, patati patata. Nous on a, alors je sais pas si on est un élevage modèle, mais on reçoit beaucoup de jeunes, BTS, ingénieurs, et franchement ils ont du mordant, ils sont passionnés. Ils sont très très bons techniquement. Donc non, il y a encore des belles années à faire devant nous. Vous avez beaucoup de demandes, plus que d'offres en fait. Si je mettrais un petit bémol aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on fait face à une certaine
un certain nombre de jeunes qui font des études et qui ont encore aujourd'hui avoir des difficultés de trouver des exploitations pour pouvoir faire de l'alternance. Et ça, si je peux me permettre aujourd'hui... Se tester quoi, directement sur le terrain. Quoi. Ouais. Donc il faut ouvrir, je sais que ce n'est pas évident, mais il faut vraiment ouvrir la porte de nos exploitations. C'est ultra important pour demain. Aujourd'hui, on est là aussi pour l'attractivité des métiers, d'en parler. Donc ça, c'est un maître mot aussi. Et moi, je ne fais que encourager la venue des femmes sur les exploitations. Moi, j'ai la chance d'avoir une collègue de travail qui me seconde. Et franchement, elle se débrouille à merveille. La preuve, je suis ici et elle est là-bas. D'accord. Et je pense que ça doit parler également à Camille, ce genre de propos, puisque vous êtes sur une exploitation agricole. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous arrivez à travailler sur cette évolution du salariat au sein de l'exploitation, parce que vous êtes essentiellement des salariés au sein de cette exploitation? Non, nous on est deux associés. Deux associés. Et on a une salariée. Et une salariée. Donc vous êtes associés. Voilà. Et donc vous avez avec mon mari. Avec votre mari. Et il y a une salariée qui va peut-être partir. Qui va partir. Voilà. Qui va partir. Donc on a une salariée depuis 2 ans et demi. Donc là, elle s'en va pour un autre projet professionnel. Elle s'installe à son compte. Donc là, on est en recherche d'une nouvelle personne. De nouvelles compétences. Et vous en avez trouvé, ça y est, une peut-être? Oui, effectivement. On est sur le dossier de toute façon. Enfin, voilà, il nous faut quelqu'un. On a encore un petit peu de temps. Elle s'en va au 1er novembre. Donc, ce qui m'a interpellée, c'est que pour mon annonce, j'ai fait appel à l'ANEFA. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une structure. En gros, c'est un pôle emploi agricole. C'est une structure qui met vraiment en relation les exploitations agricoles et les salariés agricoles. C'est purement agricole. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a un candidat pour un poste à pourvoir. L'idéal, alors on pourrait dire, tout est merveilleux. Non, pas du tout, parce que chaque candidat, rien qu'en maraîchage, souvent, c'est plutôt plusieurs postes à pourvoir. Il faudrait 3 candidats à l'ANEFA pour un poste à pourvoir. Voilà, donc c'est quand même des chiffres qui parlent. Ce qu'il faut, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Jérôme, savoir ce que le salarié, communiquer toujours, savoir ce qu'il aime faire, ce qu'il aime moins faire. Les tâches qu'il aime moins faire, tout est à faire dans une ferme. Ce qu'il aime moins faire, il faut essayer de tourner. Que ce soit pas toujours lui qui fasse la tâche qu'il aime le moins faire. C'est des choses bêtes. Donc ça, c'est un peu les stratégies que vous avez mis en place sur votre exploitation. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, je connais les points forts de ma salariée, je connais ses points faibles. Demain, je cherche un nouveau salarié. Il va falloir que je retravaille pour savoir quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime moins faire. Et forcément que ça va changer toute l'organisation de travail. Mais c'est des choses bêtes, mais il faut communiquer, il faut poser des temps pour échanger, pour connaître chaque compétence. Tout s'apprend. Mais après, même si la personne, elle n'aime pas ça, elle a beau savoir-faire. Si elle n'aime pas ça... Tout est à faire, je le répète. Après, il peut y avoir des mauvaises expériences qui ont amené à avoir des a priori, des expériences négatives sur tel ou tel poste ou telle tâche, et finalement, dans une autre exploitation, seront plus faciles à mener parce que plus de facilité, un poste adapté. Voilà, ou autre. Conditions de travail. On en revient aussi, conditions de travail, confort de travail. Voilà, ok. Pauline, également, j'entends votre vision unique en tant qu'à la fois ingénieur salarié et dans une exploitation. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Pourquoi vous êtes lancé? Donc vous êtes ingénieur à l'IDEL, voilà, c'est tranquille, c'est bien. C'est un bon poste, intéressant. Tranquille, c'est jamais tranquille. Mais... tranquille, vous avez bien un poste intéressant. Oui, et il est toujours très intéressant. Et toujours très intéressant, rassurez-moi. Bon, d'accord. Et donc, c'était pas suffisant, vous avez dit, il faut aller sur le terrain. Enfin, ils vont déjà sur le terrain à l'Institut. Oui, mais on est plutôt intermédiaire. Nous, on travaille plutôt avec les conseillers qui, eux, vont dans les élevages. Donc, c'est exactement ça qui me manquait, c'est le contact avec les éleveurs. Et puis, finalement, ce qui me manquait, c'était le travail en élevage. D'accord. Donc, c'est pour ça que en fait, j'ai fait 1 an à temps complet à l'Institut de l'élevage, donc sur le sujet des émissions de gaz à effet de serre en élevage laitier. Donc, plutôt des accompagnements de démarches bas carbone et puis du suivi de fermes expérimentales. Donc là, j'avais un contact avec les fermes en direct, mais sur les démarches carbone, je suis plutôt en contact et en formation auprès de conseillers.
Et donc j'ai voulu retrouver cet aspect terrain. Donc j'ai demandé au bout d'un an à passer à temps partiel, donc à 70% à l'Institut de l'élevage, pour pouvoir avoir 30% dans un élevage laitier. Et donc vous avez trouvé une ferme qui était prête à vous accueillir sur un tiers-temps? Exactement. Ça a été facile? Non, ça n'a pas été aussi facile que ça. Alors, je suis passée par la NEFA aussi. J'ai pas trouvé chaussures à mon pied parce que voilà, c'était une demande quand même très particulière. Et en fait, j'ai contacté les élevages autour sur l'Heureux, Chavagne. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé. Et puis, il s'est trouvé qu'il y avait un éleveur sur l'Heureux qui cherchait à remplacer un peu son papa qui pourrait être à la retraite. D'accord. Et donc, qui souhaitait lever le pied un peu. Et donc, il m'a proposé 3 matinées par semaine et un week-end sur 3. Donc, ça correspondait à ma demande. Donc ça, c'était par rapport à l'emploi du temps, par rapport aux tâches, aux travaux à réaliser. On dit les tâches, parfois ça va paraître pénible de dire le terme, mais les travaux qu'il y avait à réaliser, ça correspondait également à vos attentes, ou est-ce qu'il a fallu discuter, négocier avec le dirigeant de l'exploitation? L'objectif, c'était de faire la traite du matin. Oui. Et donc, au début, c'est vrai que je m'étais dit, je vais essayer de repartir pas trop tard pour enchaîner avec le travail à l'IDEL. Mais finalement, c'est un peu frustrant de partir à la fin de la traite et puis quand les autres commencent à faire des tâches plus diverses. Donc, dorénavant, je reste un peu plus longtemps pour faire des écornages, des tarissements, des allotements. Enfin, voilà, tout ce qu'il y a à faire sur un élevage. Et donc, j'apprends aussi beaucoup de choses en restant davantage. D'accord, donc vous avez réussi à trouver un accord commun avec le dirigeant de l'exploitation. Il s'appelle Romain, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Romain. Et vous avez vu avec lui les possibilités de faire évoluer votre poste, ou en tout cas les tâches, que ce ne soit pas toujours les mêmes choses, les mêmes travaux à réaliser. Oui, voilà. Alors sur la ferme, là, donc c'est un élevage de 150 vaches laitières. Donc oui, avec, c'est conséquent. Voilà, oui, avec 2 associés et il y a 4 salariés qui sont à temps partiel comme moi. Donc ça nécessite quand même une certaine organisation. Et l'objectif, c'est que tout le monde sache à peu près tout faire, puisque le week-end, on est en binôme, et donc il faut pouvoir se débrouiller le week-end. Donc en effet, mais vous voyez parfois tous ensemble, parce que... Tous ensemble, c'est plutôt rare. Quand même. Mais ça dépend. Pendant les ensilages, par exemple. Oui. Mais sinon, non, on se croise plutôt en binôme ou en trinôme. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt satisfaite de la façon dont les choses se sont organisées avec les autres salariés et avec Romain? Oui, totalement. Enfin, il y a eu une organisation assez remarquable sur cet élevage. Je pense que je suis consciente que c'est quand même un cas particulier. Et quand voilà, on se remplace et qu'on ne se croise pas forcément, eh ben, il faut savoir se laisser les mots sur le bureau, que tout le monde sache se servir du logiciel. Enfin, voilà, que tout le monde ait l'information de qu'est-ce qui s'est passé la veille quand j'arrive le lendemain matin pour faire le travail du week-end. Julien, vous qui êtes dans les métiers, donc en tant que boucher, vous faites face à des défis similaires que le monde agricole dans le recrutement. Quels sont un peu les points communs que vous voyez avec votre organisation professionnelle, l'artisanat et le traiteur? Vous êtes traiteur, c'est l'artisanat, vous êtes boucher, traiteur, charcutier, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors déjà, j'entends des mots qui me parlent. Ouais. J'entends parler de management. Ça parle pas beaucoup à Julien, mais on en reparlera tout à l'heure. J'entends parler de management, j'entends parler de pénurie de main-d'œuvre. Ouais. J'ai entendu parler également d'apprentissage. Oui. Alors ça, j'aime beaucoup. Parce que pour moi, dans les métiers de l'artisanat, on a ça dans notre ADN depuis bien longtemps. C'est regrettable, je trouve d'ailleurs, d'entendre que les entreprises ont du mal à ouvrir leurs portes pour accueillir des apprentis, parce que moi, je considère que c'est la pérennité de nos métiers. C'est comme ça qu'on apprend. On n'est pas forcément tous issus de l'artisanat, de l'agriculture et autres. Nous, aujourd'hui aussi, on voit des jeunes arriver qui, après Bac plus 2, Bac plus 3, eh bien, cherchent à donner du sens aussi à leur quotidien et se penchent vers l'artisanat. Donc c'est peut-être une évolution générationnelle aussi. Hein. Peut-être qu'au fil des générations, où il y aura de plus en plus de salariats, les personnes vont avoir plus l'habitude de se dire on va faire appel également à des personnes pour du stage, de l'observation en 3e, 4e, en 3e, c'est en 3e qu'on fait l'observation, je crois, et puis après faire des stages, par exemple. Ouais. Alors, vous avez quand même un atout dans l'agriculture. Regardez le monde qu'il y a dans un salon dédié à l'agriculture.
c'est quand même un public qui est grandement convaincu des bienfaits de vos métiers, de l'engagement qui est le vôtre. Enfin, je ne peux pas me vanter, moi, en tant qu'artisan boucher, d'avoir autant de public dans une manifestation pour mon métier. Donc déjà, c'est un premier atout, je trouve, pour vous. Je pense que, et je l'ai entendu tout à l'heure et je rejoins vraiment ces propos-là, je pense que savoir accueillir ses salariés, savoir leur donner des conditions de travail qui sont en phase avec ce que veulent les jeunes et les moins jeunes d'aujourd'hui. On a tous aujourd'hui envie d'avoir une vie de famille. C'est pas parce qu'on est même à son compte que on a envie d'être un bagnard derrière son étal quand on est boucher charcutier comme moi. Au contraire, les jeunes de ma génération, je me considère jeune encore, j'ai une quarantaine d'années, les jeunes de ma génération, eh bien, ils passeront pas autant de temps dans leur entreprise qu'ont pu le passer ceux de la génération précédente. On n'a pas exactement les mêmes envies, les mêmes besoins. Et j'en suis persuadé que ceux qui arrivent, et j'ai entendu tout à l'heure, et je rejoins aussi, ce ne sont pas des feignants. Seulement, ils ont une autre image du métier, une autre image du travail. Il faut seulement leur donner envie, eh bien, que ça puisse s'adapter à leur quotidien et qu'ils puissent donner un sens à leur quotidien en allant au travail. On passe quand même plus d'une quarantaine d'années dans nos années de cotisation à travailler. Il vaut mieux quand même que ça nous plaise. Donc, oui, mais on voit qu'il y a de plus en plus de turnover et on sait aussi à travers les enquêtes qui ont été menées que de plus en plus, les salariés, même dans le monde agricole, ils vont rester 10, 11 ans. Actuellement, c'est ça à peu près le chiffre dans les exploitations. Même moins, Julien, c'est ça? Prenez votre micro, n'hésitez pas. C'est une moyenne, hein, je crois. Ouais, c'est une moyenne, mais aujourd'hui, la réalité, mais on peut pas leur en vouloir. Voilà, ils cherchent de l'expérience. C'est comme de dire qu'aujourd'hui, les jeunes partent à l'étranger. Ils partent à l'étranger, mais ils reviennent. Oui. Nous, donc là, ils partent dans votre exploitation et ils s'en vont. Mais oui, il faut les laisser partir. Et par contre, il faut que d'autres arrivent. C'est ça qui compte aussi. Et toute la complexité de ce qu'on vient de dire, c'est aujourd'hui et demain, c'est nous, on est dans cette réflexion-là, c'est la transmission du savoir-faire, la technicité. Si demain, on veut continuer à exister et à être performant, je suis désolé, il faut qu'on arrive à transmettre. Pour transmettre, vous devez avoir des gens qui soient stables, qui restent un minimum dans l'entreprise, qui ont la connaissance. C'est vrai que je mets beaucoup là-dessus, mais c'est parce que nous, on voit bien en production porcine, on est quand même une production où ça demande beaucoup de technique. Alors, j'enlève tous les vieux clichés. Hein. C'est fini les chariots, c'est fini les sabots, le tas de fumier. Aujourd'hui, on est avec des tablettes. On est avec des portables, enfin tout se fait par logiciel. Enfin, Caroline, tu pourrais pas me contredire là-dessus. Donc on demande, et il y a la place justement pour les jeunes qui sont assez fans de l'informatique et tout ça. Donc oui. C'est hyper important de. Et d'ailleurs, les InnovSpace qui ont été remis hier montrent à quel point le monde de la technologie est arrivé vraiment dans toutes les exploitations depuis maintenant très longtemps, depuis que les InnovSpace existent. Ça montre le savoir-faire, la capacité de s'adapter du monde de l'élevage, quelles que soient les productions. Et on voit à quel point les technologies les plus récentes, y compris l'intelligence artificielle aujourd'hui, s'est invitée dans les exploitations, dans les productions, de façon à soulager certains travaux de gestion, d'organisation du travail. Caroline, est-ce que vous pouvez apporter quelques éléments de réflexion, de regard par rapport à ce qui s'est dit? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui s'est dit jusqu'à présent? Cette question. Oui, non, on voit qu'on est sur les mêmes tendances globalement, quelles que soient les productions, et avec parfois quand même des différences entre filières, je pense. Enfin, on a travaillé sur des autodiagnostics là, pour que les gens puissent se positionner par rapport à l'attractivité de leur exploitation, sur tout ce qui est compétences managériales, accueil des salariés. On voit qu'aujourd'hui, les prérequis de base, ils ne sont pas tout à fait les mêmes quand on est en porc ou quand on est en élevage bovin-lait, qu'il n'y a pas encore cette habitude d'accueillir des salariés dans toutes les filières. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, il y a une très grosse diversité parmi les agriculteurs aujourd'hui en termes de positionnement. C'est-à-dire, il y en a qui sont très, très convaincus de l'intérêt de bien gérer leur équipe, parce qu'ils vont gagner en technicité, ça va être plus fluide, ils vont avoir moins de problèmes à gérer. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est pas leur métier. Ils ont choisi ce métier à la base pour gérer des animaux, gérer un aspect économique. Et ça, c'est un truc en plus. Et où du coup, ils se disent, c'est plus un problème
qu'une composante de leur métier. Et donc, on a un peu toute cette... Aujourd'hui, on a vraiment une diversité de profils entre des gens qui sont à fond, qui vont beaucoup se former, beaucoup accompagner leurs salariés, et puis d'autres pour qui c'est plus un problème, qui se disent les salariés, c'est compliqué, et parce qu'en fait, ça demande de faire évoluer le métier et d'acquérir de nouvelles compétences aussi. Camille, j'avais envie de revenir vers vous pour vous poser des questions sur à la fois, donc là vous êtes en phase de recherche de nouvelles salariés, c'est pratiquement réglé. Vous expliquez aussi parfois la difficulté de trouver les bons salariés. Maintenant, sur quels critères vous vous appuyez en fait, sur quels sont les éléments qui vous apparaissent nécessaires pour pouvoir attirer les salariés vers vous? Vous recherchez vous aussi le mouton à 5 pattes, comme tout le monde, dans toutes les activités professionnelles? Vous mettez la barre très haute, en fait, pour la redescendre après? Je ne pense pas. Alors après, bon, ce n'est que mon avis. Moi, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Donc, je suis fille d'agriculteur en bovin viande. Et j'étais comptable encore il y a 2 ans. Je me suis installée avec mon mari suite au départ en retraite de mes beaux-parents. J'allais faire la traite avec mon mari, mais alors conduite de troupeau, j'y étais pas du tout. Donc moi aussi, j'ai été confrontée aux demandes de mon mari très exigeantes en fait. Pour lui, ça coulait de source. Ça coulait de source. Dans la communication des... C'était du non-dit pratiquement. Voilà, c'est ça. Non, tu dois pas faire ça comme ça. Ok. Pourquoi? Si je le fais pas comme ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Si je le fais comme ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Et en fait, il va jamais jusqu'au bout de son explication. Pour lui, c'est clair dans la tête, quoi. Exactement. Ouais. Donc, faut savoir ce qu'il a dans la tête. Du coup, moi, de cette vision, j'essaye d'être complètement différente avec ma salariée. Ça marche plutôt très bien. Aujourd'hui, dans tous les profils qui sont revenus vers moi suite à notre annonce, j'ai de tout. Et ça veut dire quoi, de tout? Alors, j'ai de tout. Ça veut dire que j'ai des profils qui n'ont... Enfin, des profils de personnes qui sont intéressées à venir travailler chez nous, mais qui n'ont aucune expérience. Mais alors, je vais dire aucune expérience, c'est pas de stage en élevage. Ça pourrait marcher, effectivement. Mais moi, étant maman de 4 enfants, je n'ai pas du tout l'énergie à former quelqu'un qui part vraiment de, j'ai envie de dire, de la base. Et je demande un profil qui a déjà au moins manipulé des animaux. Et en fait, le test à la maison, ça va être un peu ça. On va réalloter un lot de génisses et on va voir comment la personne va se débrouiller avec ça pour voir un petit peu si déjà elle est à l'aise ou pas avec des vaches. On a eu des stagiaires à la ferme, ils n'osaient pas rentrer dans le roto parce qu'il faut passer devant une vache pour rentrer dans le roto. Clairement, c'est problématique. Je ne peux pas accueillir des profils comme ça, c'est pas possible. Après, à l'inverse, donc ma salariée n'avait jamais trait. Pour moi, tout s'apprend. À partir du moment où on n'a pas peur. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne conduisent pas les tracteurs. Ah, on en a un très bel exemple sur une de nos vidéos qu'on présente aujourd'hui, qui est vraiment une férue de tracteur. Voilà. Et en fait, l'important, c'est de ne pas avoir peur. À partir du moment où on n'a pas peur de conduire les tracteurs, ça s'apprend. Il n'y a aucun problème. Moi, je préfère apprendre limite à ma manière, plutôt que d'avoir aussi un profil qui est très sûr de lui et au final, qui ne correspond pas du tout à mes attentes. D'accord. Vous rejoignez un petit peu cette approche, Pauline ? Oui, tout à fait. Je pense que la formation des salariés est hyper importante. Je pense que, comme vous dites, il ne faut pas rechercher le mouton à 5 pattes. Il faut ouvrir le champ des possibles. Et il faut accepter de passer un peu de temps à former les salariés au début. Ouais. Moi, j'avais peu d'expérience en élevage laitier. J'avais 1 mois de stage en élevage laitier durant ma formation d'ingénieur agronome. Donc, ça reste très light. Mes parents sont éleveurs de porc, donc j'ai baigné dans le milieu agricole, mais c'est quand même différent de l'élevage laitier. Donc, il a fallu apprendre au début, apprendre à faire la traite, apprendre à faire des écornages, à faire des allottements. Mais tout s'apprend. Et puis, avec des personnes qui acceptent de passer du temps et puis des outils technologiques, mais aussi des bonnes conditions de travail. Jérôme, je vous ai interpellé tout à l'heure à propos du terme manager. C'est un terme qui vous apparaît un peu, peut-être un peu, voilà, on va dire un peu à côté par rapport au monde agricole. Vous reconnaissez pas à travers ce terme-là, le mot manager?
Vous n'êtes pas un manager. Enfin, moi, je le considère pas comme ça. Après, c'est mon vision. Voilà, c'est ma vision. Ouais. Évidemment, je suis parti un peu comme tout le monde. Moi, je suis parti en formation RH, DRH pour être le plus performant et essayer d'acquérir pas mal d'expérience à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a le fait aussi que je viens du monde salariat. Je suis pas issu du milieu agricole. Comme quoi, on peut faire des beaux parcours. Moi, là-bas, alors déjà, je suis pas breton, et en plus, j'étais militaire. Alors, c'est vous dire, je partais avec pas mal d'handicap. Mais non. L'organisation, l'ordre, c'est bien ça. J'aime ce qui est carré. Ah, bah voilà. Donc, je pense qu'il y a des éléments qui sont quand même communs. Je pense un peu, ouais. Mais au-delà de ça, non, il faut vraiment, moi je remets une couche là-dessus, il faut vraiment ouvrir nos portes des exploitations. Évidemment que c'est pas évident, évidemment que c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il faut avoir aussi une pédagogie, et ça je l'entends et on le comprend que c'est pas donné à tout le monde. Ça, il faut l'accepter. Et aussi, on va avoir des gens qui vont venir dans le milieu agricole, et il n'y aura pas la réussite partout. Ça aussi, il faut le dire, Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire aux gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Une des premières qualités, je suis désolé, il faut être animalier, animalière. J'ai entendu l'histoire des vaches laitières. C'est clair, nous en porc, c'est pareil. Si déjà quelqu'un a déjà une problématique en n'étant pas, on va dire, 100% animalier ou animalière, ça va poser un gros souci. Qu'est-ce que vous entendez par animalier, animalière? Est-ce que vous pouvez l'exposer en quelques mots? C'est d'aimer déjà les animaux. Alors moi, je vais tirer ça des. Paraît, c'est du bon sens. Oui, voilà. Oui, mais on est toujours sur vraiment les fondamentaux. Hein. Mais on a rencontré des fois des situations où il y avait des gens en fait qui avaient peur d'une truie. Rendez-vous compte, pour un élevage en production porcine, ça pose quelques problèmes. Même si on peut essayer des fois, de temps en temps, compter sur ses petits camarades, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller loin. Mais au-delà de ça, c'est vraiment après, c'est donner confiance aux gens aussi. Et puis, il faut passer l'amour du métier. Hein. C'est quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. C'est quand vous êtes dans un milieu comme ça. Et puis, on est avec un métier de passion. Hein. Je pense que ça se ressent. Discuter avec des salariés ou des éleveurs, vous allez voir. Hein. Ça, c'est ce qu'on a entendu, notamment en préparant cette table ronde de la part de vous tous et vous toutes. C'est métier passion. Et Julien, vous également, en tant que dirigeant d'une boucherie, donc charcuterie, traiteur, vous êtes dans le métier passion et vous essayez, à travers le travail que vous réalisez avec vos salariés, de faire passer cette passion et eux-mêmes ont envie. Maintenant, il y a des limites à tout. Vous parlez de la gestion du temps. J'imagine que ce n'est pas simple non plus à organiser, à gérer, parce que il y a le week-end également qu'il faut prendre en compte. On travaille le week-end, notamment quand on est traiteur, par exemple. Il y a les mariages qu'on peut être amené à réaliser, mais il y a le mariage également qu'on prépare. Voilà, il faut appuyer sur le bouton. J'ai eu plusieurs typologies d'entreprises dans ma carrière. J'en ai eu des toutes petites, des moyennes et une plus importante. Je peux vous dire que j'avais sûrement plus de galères quand j'avais ma petite boîte, qui pourrait être en comparaison faite à une petite exploitation, parce que on est l'homme ou la femme clé. Parce que sans nous, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir progressé, d'avoir une entreprise de plus grande taille, sans quoi je ne serais même pas là aujourd'hui. Vous êtes une dizaine de salariés, c'est ça? J'ai 10 salariés et ça me permet d'avoir organisé des binômes dans mon entreprise. D'accord. Alors, pour la qualité de travail de mes salariés, c'est vachement plus intéressant parce que ça leur permet d'avoir des week-ends complets, ça leur permet... Donc, c'est eux qui s'organisent entre eux, quoi. Voilà, j'ai créé des binômes et ils se doivent d'être solidaires les uns avec les autres. Quand il y en a un ou une qui a un mariage, eh bien c'est à l'autre de le remplacer, c'est comme ça. C'est le mariage côté vie privée. Voilà. Exactement. Oui, bien sûr. Enfin, oui, bien sûr, parce qu'on fait aussi des mariages. Vous faites également des mariages en tant que traiteur, c'est ça que vous voulez. C'est vrai. Mais enfin voilà, dans l'idée, c'est ça, c'est de réussir à ne pas déstabiliser l'entreprise et le cas échéant. Je suis devenu, de par mes activités qui sont quand même assez variées, je suis devenu le 13e homme de mon entreprise. C'est-à-dire que quand et vraiment... pourtant, vous êtes 10.
Oui, bah oui. Ah oui, c'est vrai. Je suis le 11. 11. Je suis le 11. Vous êtes le 11e, voilà. Voire le 12e. Exactement. Voilà. Et ça, c'est une véritable force. Alors, c'est peut-être une indication à donner aussi au monde de l'agriculture. On entend parfois des agriculteurs qui trouvent que c'est un gros mot d'avoir une grosse exploitation. Mais en fait, avoir une grosse exploitation, c'est avoir une exploitation structurée et qui, quelque part, pourrait correspondre à une entreprise comme la mienne qui serait plus facile, en quelque sorte, à organiser dans le temps de travail. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes en accord? Vous suivez un peu cette vision-là, Jérôme? Oui. Moi, c'est pareil, j'ai un parcours où j'ai... Parce que là, vous aussi, vous dirigez une... Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est plus facile, entre guillemets, de gérer une équipe de 6 personnes. Il y a une facilité, ça coule, quoi. Enfin, ça glisse tout seul. Encore une fois, nous, moi, mon maître mot, c'est d'avoir une équipe bien dans sa tête, bien dans sa peau. On dit souvent, hein, montre-moi tes animaux, on te dira qui tu es. Et c'est vraiment vrai. Très bien. Sylvie, vous allez prendre le micro. Voilà, un micro. Et on va le passer maintenant au public qui est présent, nombreux. Vous avez peut-être des questions à poser ou des observations à proposer aux uns aux autres, des questions à poser. Est-ce que vous auriez des éléments que vous souhaiteriez voir poser? Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, moi c'est Agnès, donc future apicultrice. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous si vous aviez vu des impacts climatiques dans vos exploitations laitières. Qui peuvent avoir également un lien avec la problématique du salariat, par exemple? Je ne sais pas. Qui peut apporter des réponses à cela? Allez, on se lance. Camille. Je ne sais pas si je suis vraiment dans le sujet, mais alors ça pose question. Le salariat, ça a toujours ses limites. Alors chez nous, le salariat, ça nous a permis de nous organiser. On a gagné énormément en organisation de travail. Nos journées se terminent à 18h30 quand avant elles se terminaient à 20h. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, effectivement, par rapport à cette année, par exemple, les conditions climatiques qui ont fait qu'on n'a pas réussi à semer le maïs. Notre salarié avait posé ses congés tous les ponts du mois de mai. Et donc mon mari ça a été notre seul créneau pour semer le maïs cette année, c'était les ponts du mois de mai. Donc mon mari était à semer, j'étais toute seule à la ferme avec les 4 enfants à travailler pendant 3 week-ends de suite. C'est là où effectivement ça peut être les limites, mais on choisit. À partir du moment où on a un salarié, 35 heures avec un contrat défini qui nous demande ses congés, forcément, même si on est avec forcément des imprévus, on ne peut pas lui dire « Ah non, t'annules tout ton week-end parce qu'il y a du boulot et tu reviens bosser ». C'est pas un agriculteur. Nous, on a choisi notre métier, on assume et c'est ça. Sachant que vous travaillez avec le monde du vivant, avec également la météo, comme l'évoquait cette personne qui est dans le public, cette future apicultrice, c'est ça, et qui également pense aux évolutions de notre environnement. Et c'est certain qu'il y a ces évolutions-là qu'il va falloir prendre en compte dans l'organisation et la gestion du temps de travail. Ça va être compliqué, hein, mais en tout cas, le prendre en compte à un moment donné, peut-être aussi, non? Vous ne pensez pas? Les uns les autres, peut-être moins, peut-être en production porcine, là aussi, où on est en bâtiment, les choses sont déjà organisées. Oui, Jérôme. Nous, je sais que pour avoir accueilli des salariés qui n'étaient pas forcément issus du milieu agricole, qui venaient d'autres milieux, ils nous ont ouvert quand même, par contre, ils nous ont vraiment ouvert les yeux sur d'autres gestions, sur d'autres façons. Alors que ce soit par la météo, parce que, à contrario, en 2020, on a eu un fameux gros coup de chaud et ça a causé pas mal de soucis et de grosses difficultés. En l'occurrence, les salariés, et oui, évidemment, ont demandé de revenir le soir pour voir si tout fonctionnait, malgré qu'aujourd'hui, on a des systèmes avec des la vidéosurveillance, tout ça, exactement. Donc, mais on est confronté à ça, oui. Et c'est vrai que, mais je pense qu'aujourd'hui les salariés ils sont conscients de ça, ils connaissent les enjeux et moi je sais que en 2020 quand on a connu vraiment ce coup de chaud là, moi j'ai pu compter sur l'équipe sans problème. Franchement, c'était vraiment, ça faisait plaisir à voir en plus. Voilà, on a fait un petit pas de côté sur ce sujet, mais qui essayait en même temps de raccrocher les wagons par rapport à notre sujet sur les générations et sur la fidélisation et l'attraction.
Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, quel est votre prénom et votre nom? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour, Noémie Rollet, je travaille pour la société Cargill. Merci pour vos confrontations de points de vue, très intéressant. Il y a une thématique sur laquelle on a assez peu creusé. Alors, vous l'avez un peu mentionné avec la notion de stabilité dans les équipes. Alors, désolé pour l'anglicisme, mais c'est le turnover. Vraiment, cette rotation des salariés, qui, je pense, aujourd'hui est un point clé, parce que vous mentionnez qu'il faut être attractif, il faut réussir à les faire venir. Ensuite, il faut accepter de prendre du temps. Mais prendre du temps, c'est aussi un vrai challenge quand on a des salariés qui partent en permanence, parce qu'en fait, on investit dans des gens qui ne peuvent pas nous le rendre. Enfin, désolé de le présenter comme ça, mais je pense que c'est vraiment l'idée. Parlons bien. Quelle piste aujourd'hui vous voyez en tant que dirigeant d'entreprise, dirigeant d'exploitation, pour réussir à passer ce palier cap, en fait, entre j'arrive à les faire venir, j'arrive à les former, comment je fais pour qu'ils restent et comment on gère cette partie-là? Merci. Alors, Caroline, vous souhaitez d'abord intervenir, peut-être d'autres ensuite intervenants. Caroline. Du coup, c'est vrai que la thématique du turnover, nous, elle est beaucoup remontée aussi par les agriculteurs. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie qui est quelque part du turnover normal, parce que les gens peuvent avoir un projet d'installation, peuvent avoir un conjoint qui déménage pour le boulot, donc ça, on ne va pas pouvoir gérer. On a une autre partie du turnover où on voit que finalement, on peut jouer dessus avec toute la partie vraiment relations humaines, conditions de travail, le fait de se sentir bien dans une équipe. Eh ben, ça va forcément freiner l'envie d'aller voir ailleurs, parce qu'on s'y sent bien, on est dans une bonne ambiance, on apprend. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis ce qu'on voit, c'est que c'est important d'anticiper. C'est-à-dire de ne pas forcément se mettre en recherche juste au moment où on manque, mais de se dire on va accueillir des stagiaires, on va accueillir des apprentis, parce que du coup, il y a des gens qui seront passés chez nous, qu'on aura vus au travail, donc on saura s'ils bossent bien, si on s'entend bien avec. Et puis, ces gens-là, on pourra les solliciter le jour venu, soit pour des remplacements d'été, soit parce que finalement, il y a quelqu'un de super qui est parti. Et du coup, on aura déjà un peu un vivier de gens à qui on aura donné envie de venir chez nous. Alors, Julien, Camille et Pauline peut-être aussi. Non, moi, je vis ça au quotidien. Le turnover dans mes équipes. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que, d'ailleurs, c'est peut-être votre cas, si vous restez dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est que vous y sentez bien, c'est qu'il y a des perspectives d'évolution, c'est peut-être qu'on vous forme pendant votre temps de travail également pour vous aider à vous améliorer, vous aider à vous sentir bien et être acteur de votre quotidien. Je suis convaincu qu'à la Chambre d'agriculture et dans tout l'hémisphère qui vous entoure, il y a tout ce qu'il faut pour accompagner les salariés de vos entreprises, pour justement les aider à se sentir bien et pourquoi pas évoluer dans une carrière qui peut-être les mènera à eux-mêmes faire du management et à se mettre de l'autre côté de la barrière pour mieux comprendre un petit peu quel est le quotidien d'un chef d'entreprise. En tous les cas, moi je suis convaincu de ça. Il faut aider les salariés à prendre conscience de ça et la formation, c'est un bon levier. Vous avez employé un terme, et j'aimerais aussi vous entendre dessus, c'est le terme évolution de carrière. Parce que le terme évolution de carrière, c'est intéressant, mais dans des petites structures, les évolutions, elles sont parfois très limitées. D'où parfois la volonté d'aller voir ailleurs, parce qu'on a fait le tour, on va dire, du propriétaire, et que finalement, les tâches sont peut-être intéressantes, elles sont avec des gens sympathiques, agréables, mais à un moment donné, on se dit, voilà, on va aller voir ailleurs, il y a peut-être autre chose à découvrir. Il y a une génération aujourd'hui qui, en plus, a des facilités pour aller voir si d'autres professionnels sont intéressés par... et en plus, je pense qu'il y a d'autres professionnels qui peuvent être intéressés par les savoir-faire et ce que vous avez pu apprendre chez l'un ou l'autre, en fait. Moi, je vais vous citer un exemple. Ouais. En ce moment même, j'ai un de mes salariés que j'accompagne pour devenir mon futur associé. Ça va prendre du temps, ça va peut-être prendre 10 ans, mais c'est pas grave. Il va le faire gentiment, à son allure. Et puis, il n'a pas forcément les finances non plus pour devenir associé majoritaire dès demain. Mais petit à petit, je vais l'accompagner, on va le former. Il va apprendre ce que c'est aussi d'être de l'autre côté de la table quand on discute avec ses salariés. Quelle est la problématique de la gestion du temps de travail et autres, des achats, tout le bordel que vit un patron, hein, voilà. Mais il va l'apprendre en douceur.
Et c'est grâce à ça, je pense qu'aussi, peut-être qu'on peut donner envie à des jeunes demain de reprendre des structures qui sont de belle taille, hein, quand même. Hein. C'est vrai que même une entreprise agricole qui est parfois unipersonnelle, c'est quand même du poids sur les épaules, quoi. Hein. Donc, là, on a une belle exploitation chez Camille. Vous, comment vous faites pour intéresser, éviter le turnover? Je pense que vous avez mis des primes d'intéressement aussi. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on n'a pas parlé. Alors déjà, un point très important pour moi, c'est que le salarié, il est acteur de l'exploitation. C'est pas juste comme j'ai eu de la main d'œuvre. Voilà. Alors c'est grossier, hein, mais j'ai eu quelqu'un qui voulait venir en étant commis. J'ai dit mais moi je veux pas de commis de ferme, je veux un collègue de travail. Donc c'est même dans les mots, dans le choix des mots. Dans le choix des mots. Et aujourd'hui, on est en train de faire des investissements. Et en fait, à chaque fois, on lui demande son avis. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne veut pas dire qu'on va faire forcément ce qu'elle nous dit. Mais elle qui y travaille, elle nous apporte aussi son point de vue. Et je trouve qu'il faut rendre acteur. C'est comme ça qu'elle se sent bien aussi, je pense, dans l'exploitation. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on a des objectifs techniques surtout. Enfin, nous, sur l'exploitation, on essaie d'améliorer notre technique sur l'élevage. Et donc ça, c'est des choses qui nous poussent toujours. On en parle toujours tous les mois. On voit les efforts qu'on fait. Donc elle veut aller jusqu'au bout de la chose. Enfin, voilà. En tout cas, pour la salariée qu'on a en ce moment, elle va aller jusqu'au bout de la chose. Elle va aller jusqu'au bout, jusque bientôt, elle va vous quitter. Oui, elle va nous quitter, mais pour un projet personnel. En 2 ans et demi avec nous, on a fait Elle a largement fait sa part de travail pour nous aider. Elle vous a prévenu longtemps à l'avance? Combien de temps? Oui, depuis avril, on sait qu'elle part au 1er novembre. D'accord, donc vous avez le temps de trouver à la fois quelqu'un qui la remplace et puis de vous réorganiser, quoi. C'est ça. Et du coup, sur l'exploitation, on a aussi on a ouvert un plan d'épargne. Voilà, si elle était intéressée. On a signé un accord d'intéressement sur des critères techniques qui nous tenaient à cœur, à nous comme à elle. Donc ça, c'est des choses importantes en fait. Et après, c'est pareil, il ne faut pas faire un accord d'intéressement en dehors de ce qui, elle, la motive. Il faut savoir ce qui motive les salariés. Donc voilà, c'est plein de petites choses. Et je finirai encore sur quelque chose qu'on n'a pas parlé. Donc en termes de confort de travail, notre salariée, elle est arrivée au mois d'avril 2022. Elle a eu mal au dos, aux épaules en juin 2022. Elle a été mal formée à la traite et elle se positionnait très très mal. Donc elle a des gros soucis d'épaule. Elle est quand même restée parce que dès que je l'ai appris, on a décidé d'investir dans un exosquelette. Voilà, c'est des choses. Elle a mal au dos aujourd'hui, elle est quand même restée. Je pense que voilà, il faut aussi anticiper les besoins. Et voilà, c'est des choses, comme on l'a dit aussi, la technologie en agriculture, mais c'est quand même fou l'avancée technologique qu'il y a dans plein d'autres secteurs. Il n'y a pas d'avancée. En agriculture, il y a plein d'avancées. Il faut foncer dedans, quoi. C'est vraiment des outils voilà, pour l'attraction. Voilà, comme Pauline, à la foncée, quoi. Presque. Ça, exactement. Et nous, on a un plancher mobile sur l'élevage où je travaille, et donc ça aide beaucoup parce que quand il y a 2 associés, 4 salariés, vous imaginez bien qu'il y a des tailles différentes, et donc ça permet de limiter les soucis d'épaule et de dos. D'accord. Alors là, c'est les aspects matériels, et sur le plan des évolutions, vous avez envie d'évoluer dans cette exploitation, faire un peu moins d'idèles et un peu plus d'exploitation agricole à terme? Pas le dire trop fort parce qu'il est juste derrière. Ils sont à côté. Ils sont à côté, nos amis. Mais pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, ce rythme me convient très bien. 70% et 30% sur l'exploitation. Voilà, je sais que c'est aussi pour voir qu'est-ce qui me plaît davantage. Donc, c'est sûr à moi de prendre la décision plus tard. Mais pour l'instant, c'est un rythme qui me convient très bien. D'accord. Question également à Jérôme. Est-ce que vous travaillez également cette évolution? Oui. Malgré qu'elle peut être limitée. Moi, sur le turnover. Ouais, oui, effectivement, il y a un turnover. Oui, il est trop important aujourd'hui. Oui, aussi, il faut que les exploitants, les agriculteurs laissent leurs salariés sortir de l'élevage. C'est hyper important. On l'a dit tout à l'heure, transmission du savoir, les formations. Si vous voulez garder une équipe, nous, on a commencé par déjà la qualité du travail, c'est-à-dire allez, on repart sur le b.a.-ba, le bonjour, des douches avec sol chauffant. C'est des choses qui peuvent peut-être paraître évidentes, mais encore aujourd'hui, dans certaines exploitations, on voit des choses qu'on ne devrait plus trop voir. Donc, il faut faire encore des efforts. Mais ça avance. Mais
pour garder ces salariés-là, vous êtes obligé aussi de vous adapter et il faut faire un effort. Je sais que c'est des fois, pour certains, ça peut paraître violent, mais si on veut garder cette stabilité d'entreprise, et évidemment avec tout ce que ça en découle, il faut passer par là. Maintenant, sur les carrières, moi j'ai vraiment la chance d'avoir une jeune femme qui me seconde, qui a travaillé pour l'INRAE et qui est formidable. Et ben, la façon que j'ai de la garder avec moi, c'est de lui donner des missions hyper techniques, très informatiques. C'est un peu notre, j'exagère, mais elle serait là, elle rougirait, mais c'est un peu notre Bill Gates de l'exploitation. Dès qu'on a un problème d'informatique, on appelle Laura. Et ça, c'est génial. Et puis c'est de l'entente, quoi. C'est de l'entente. Voilà, et puis vous, ça vous évite de vous y mettre. Oui, un peu. Ouais. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question, et puis on va conclure si vous le souhaitez, ou si des personnes souhaitent encore apporter leurs observations, commentaires ou autres. Nos jeunes visiteuses, voilà. Est-ce que l'une d'entre elles a envie de s'exprimer? Est-ce que ça lui donne envie d'être salarié agricole ou pas? Qu'est-ce que vous retenez un peu des échanges qu'il y a eu? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Du coup, nous, on est à l'IREO des Herbiers en Vendée en BTS Axe première année. Et donc, pour ma part, moi, ça fait 2 ans et demi pratiquement que je suis en apprentissage sur une exploitation polyculture élevage laitier, pardon. Et donc, oui, forcément, le confort de travail, c'est primordial, l'entente exactement. Donc, plutôt très d'accord avec ce que vous avez dit. Voilà. D'accord. Très bien. Merci en tout cas pour ces témoignages. On va saluer Caroline de Poudan, chargée d'études à la Chambre d'agriculture de Bretagne, Jérôme Frelich, élu à la Chambre d'agriculture et responsable d'une maternité collective, Camille Lefebvre, productrice de lait au GAEC du Guénaud. On va remercier également Julien Marsac, qui est président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Morbihan et également boucher, et saluer également Pauline Lambert. On les applaudit. Merci. Pauline Lambert, ingénieure à IDEL et salariée passionnée dans une ferme laitière. Voilà. Merci à vous tous, merci à tout le public, merci pour ces échanges riches et stimulants. Ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que pour attirer et fidéliser les salariés dans le secteur agricole, il est essentiel de créer un environnement de travail attractif, flexible et valorisant. Merci à tous. Prochaine table ronde demain, 10h30. À très vite.